parler politique. Bon, ce matin, Mathieu Pigasse était l'invité de France Inter. Quand il n'est pas sur France Inter, il est sur Quotidien. Quand il n'est pas sur Quotidien, il est à quelle époque? Quand il n'est pas à quelle époque, il est sur le service public. Bon, il fait la tournée des Grands-Ducs. Et de qui parle-t-on? De CNews. De Vincent Bolloré. Ah, forcément, ça c'est un sujet. J'ai vu d'ailleurs que l'Humanité, Virginie Despentes, Bolloré est un Trump au petit pied. Bon, c'est l'Humanité certes, mais Virginie Despentes, elle préfère les frères Kouachi à Vincent Bolloré. C'est son droit. Hein. Elle préfère les frères Kouachi, qu'elle trouvait formidables, plus qu'un grand patron français. On rappelle que ce sont quand même les assassins de Charlie Hebdo. Oui, bien sûr, les assassins. C'est épouvantable. Ah ben elle leur trouvait, elle les préfère. Mais c'est son droit, il n'y a pas de... Non, c'est pas son droit. Ça, c'est de l'apologie du terrorisme. Oui. Bah, c'est son... Si vous faites, elle n'est d'ailleurs pas interrogée, personne ne lui demande. L'apologie du terrorisme, pardon. C'est-à-dire que les 12 assassins, les frères Kouachi qui ont assassiné 12 personnes Charlie Hebdo, elle leur trouvait une maladresse, elle les a aimés. Mais c'est formidable d'écrire ça. Et quand on lui dit vous êtes la gauche Kouachi, on l'interroge et dit j'ai pas compris pourquoi on m'a dit ça. Virginie Despentes, c'est formidable la France. Vraiment, je trouve ça formidable. Déjà qu'elle l'écrive et que les journalistes soient dans un rapport de soumission totale à cette jeune femme, au point de ne même pas lui poser une question d'apologie du terrorisme. C'est la liberté d'expression. Ouais. Jeune, c'est beaucoup dire, mais il y a un écrivain dont je ne veux pas citer le nom, parce que j'ai de problème avec lui, mais qui avait lui aussi déclaré ou se demandé si ce n'était pas nous, les Français, qui avions armé les frères. Et bien sûr. Voilà. Que voulez-vous? On va écouter Jean-Luc Mélenchon, et la transition est évidemment facile. Jean-Luc Mélenchon, alors, ne connaît pas la Vendée. Et c'est très intéressant parce que la Vendée, vous savez que en 1793, la Convention avait décidé d'éradiquer la Vendée. Oui. Au point où certains parlent de génocide vendéen. Il y a des textes de Robespierre qui sont terribles. Et écoutez ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il ne sait pas que la Vendée, il y a l'océan où il y a la mer. Écoutez. Voilà les choses à quoi il faut se faire. Alors vous expliquez ça à Retailleau, qui sort du fond de la Vendée, là-bas, où ils n'ont jamais vu la mer. Alors là, bon, c'est pas la peine de parler avec eux, parce qu'ils comprennent même pas de quoi on parle. Pardon, je termine sur une blague, parce que ça m'amuse toujours de chambrer. Bon, alors là, il ne connaît pas Noirmoutier, manifestement, il ne connaît pas les Sables d'Olonne. C'est une blague? Je pense que c'est une blague qui veut dire qu'ils sont tellement restés au même endroit qu'ils ne sont même pas allés au bord de mer. Je le comprends plus comme ça. Ah bon? Alors Bruno Retailleau lui a répondu avec esprit et humour, puisque Bruno Retailleau a produit un tweet. Quel dommage, monsieur Mélenchon, je vous aurais bien invité à venir assister au prochain départ du Vendée Globe, mais la flottille de Rima Hassan n'est pas admise à concourir. Ben voilà, un peu d'humour, un peu d'esprit, Bruno Retailleau, donc c'est intéressant. C'est pas anodin parce que quand même, Bruno Retailleau, voilà, c'est pas celui qu'on attendait dans ce registre-là. C'est quand même intéressant de voir que Bruno Retailleau se permet quelques offensives comme ça contre ses adversaires politiques. Ça dit quelque chose. Bon, est-ce que vous avez vu les questions Cite mon vote 2027 ? Ça, c'est très intéressant. Pourquoi c'est très intéressant ? Parce que ça fait un malheur. Il y a 400 000, j'ai dit entre 350 et 400 000, c'est pas rien, de gens, alors qui se connectent, on leur pose des questions. Et à la fin, le pourcentage, par exemple, vous pouvez avoir 80% Olivier Faure, 70% Bruno Retailleau, etc., en fonction de vos réponses aux questions. Exactement. Alors moi, j'ai quelques petites questions, par exemple, au hasard, pour mon ami Georges Fenech. Mais demandez à Pascal. Oui, mais moi, je connais... Bon, par exemple, il faut augmenter les impôts sur les grandes fortunes. Non. Bon. Les peines pour les crimes et délits violents doivent être alourdies. Oui, bien sûr. Le SMIC doit être augmenté significativement. Non, parce que ça va déséquilibrer l'échelle des salaires. Bon. Est-ce que l'État doit embaucher massivement dans les hôpitaux et l'éducation nationale ? Oui. Oui, bien sûr. Dans les hôpitaux et dans l'éducation nationale. Dans l'éducation nationale ? Oui. Mais il y a moins d'élèves. Pour 2035, on vous dit qu'il y aura 1,5 million de moins d'élèves. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'élèves encore. L'intégration européenne doit être renforcée ? Non. Il faut instaurer le référendum d'initiative citoyenne, le RIC ? Oui. Une part de représentation proportionnelle doit être introduite aux législatives ? Oui. L'âge légal de départ à la retraite doit être abaissé ? Certainement pas. La France doit développer de nouvelles centrales nucléaires ? Oui. Oui. Vous êtes plutôt à droite. Olivier Faure. Vous n'êtes pas... Olivier Faure. Non mais bon... Alors dites-moi qui je suis. Raphaël Glucksmann a vu... Ah ben là, moi qui je suis. Je demande d'ailleurs à Lucas Busutil qui est avec nous, on va voir, vous pouvez aller d'ailleurs et jouer à cela. C'est assez, moi je trouve que c'est assez malin. Non mais vous en ne fait. donnez pas la réponse. J'ai pas de réponse. C'est David Lisnard, Oui. peut-être la droite, voilà. Vous êtes a priori,
Bon, enfin, vous n'êtes pas très social, quoi. Le SMIC... Non, mais le SMIC, Oui. on sait très bien que si on augmente significativement le SMIC, on déséquilibre on va l'échelle des salaires. Regardez, Lucas Musetti me dit on peut aller en direct sur le style. Alors, l'aide médicale d'État, par exemple, pour les sans-papiers, doit-elle être supprimée? Tout à fait d'accord, plutôt d'accord, etc. Donc, Aide médicale d'urgence. non, mais je trouve que c'est plutôt intéressant. Bon, Emmanuel Macron, la méthode Notre-Dame. Comme on est en fin de règne, c'est bien qu'ils la mettent en place. Alors, la méthode Notre-Dame, c'est pas pour les prisons, hein, en revanche. Ah non. Non, c'est pas pour les construire prisons. des prisons, vous voulez dire? Oui, pour construire Non. des prisons, on aurait pu C'est vrai, imaginer. on aurait pu. Excellente idée, oui. Ben oui, mais c'est la méthode Notre-Dame, c'est pas pour les C'est ce qu'on prisons. vous rétorque à chaque fois, c'est que les élus locaux ne veulent pas construire une prison dans leur, Oui. dans leur ville. Bon, Alors, c'est la un argument méthode qui est facile. Notre-Dame, c'est de contourner les normes, C'est ça. parce que les normes sont pas bonnes, mais c'est pas de les supprimer. Non. Mais pourquoi on les supprime pas? C'est une très bonne question. C'est ce qu'a dit David Lessénard, et je suis parfaitement d'accord. Pourquoi il n'y aurait que 150 projets qui échapperaient à ces normes? Mais oui, mais Si elles ne sont pas bonnes, on doit les enlever. je suis d'accord, mais en fait, c'est fascinant. Ce pays est vraiment fascinant parce que on a ouvert tout à l'heure avec la Chine, avec les voitures 1500 km, une seule prise de batterie. Et ils arrivent là, ils se mettent en Hongrie parce qu'on a mis tellement de normes, ils ont compris, ils viennent en Hongrie. Il n'y aura plus de droits de douane, ils vont tout faire ici, on ne va plus exister, les pauvres. Et nous, on est là avec nos normes, nos bidules, nos trucs. Vous savez que les experts économistes chiffrent l'excès de nos normes à environ 1 point de croissance. Oui, Oui, les conséquences économiques. oui, Moi, je demandais aux agriculteurs. oui. Déjà, Après, c'est le principe de Mais précaution il y a- qui fait encore beaucoup il y de mal. avait- Hein, Georges. Moi, Pascal Garbarini. j'avais eu connaissance, c'est d'ailleurs très drôle, d'un célèbre traiteur dans un immeuble qui est place de la Madeleine et qui a eu des problèmes financiers donc, et qui avait fait faillite. Et il y avait un repreneur qui était étranger. Et il a dit, bon, mais moi, il n'y a pas de souci, je rachète, je crée ma propre cuisine de bouche également, etc., pour faire du traiteur, etc. Au bout d'1 an, il a dit, je suis obligé de partir parce que j'arrive pas à ouvrir et mon dossier, il est toujours bloqué. Et donc, il est parti. Ah. Et l'immeuble est resté. Mais c'est François Pinault sur l'île Seguin. François Pinault, il voulait construire un musée sur l'île Seguin. à Venise. Ça a été tellement l'enfer qu'il est à Venise. À aujourd'hui. Venise, oui, c'est ça. ouais. Il l'a construit à Venise. Et tout le monde est d'accord, même le président de la République, mais que pour 150. C'est déjà bien, vous me direz. Oui. Alors écoutez le président de la République, méthode Notre-Dame. Le gouvernement lance aujourd'hui, par les réunions de ce matin, par tout le travail de mobilisation, ce sont nos 150 grands projets stratégiques. Au fond, je le disais au maire il y a quelques jours, c'est la méthode Notre-Dame de Paris. C'est pas compliqué. C'est-à-dire un projet identifié, une chaîne de commandement claire, des gens à qui on rend compte et des délais records qu'on doit tenir. Et donc sur ces 150 grands projets, on parle de quelque chose qui est important pour la vie du pays. Hein. C'est plus de 70 milliards d'euros d'investissement, c'est 30 000 emplois, c'est 63 départements concernés, c'est en quelque sorte les cathédrales industrielles de l'indépendance française. Et David Lisnard a répondu. Pathétique, c'est pathétique. hein. Vous Pourquoi arrivez vous trouvez- en fin du 2e mandat avec Oui. un casque bleu sur la tête. On va lancer des grands projets. Ça pue la communication pure, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On nous prend pour des enfants, quoi. C'est pas possible d'arriver au bout de 10 ans de mandat, de dire on va lancer des grands projets et on met un casque sur la tête. Il Non, joue moi- à être président. Mais c'est Voilà. pas supportable. Ça fait ça. 10 ans. Et il joue à être Pour le coup, c'est président. plutôt des bonnes idées. Bon, mais l'idée est bonne, d'ailleurs. Mais il a Et vous raison, les d'ailleurs. connaissez, ces grands projets, vous? Mais Ils alors, ont été déclinés hier, certains d'entre eux. David Lisnard a dit 150 projets accompagnés par l'État, ce n'est pas de la simplification, c'est un régime d'autorisation exceptionnel. Comme pour les JO, comme pour Notre-Dame, quand l'État est empêché par ses propres normes, il s'en exonère au cas par cas. C'est David Lisnard qui parle. Mais des millions de Français, d'entreprises ainsi que les collectivités locales restent sous le même carcan. La vraie simplification, c'est changer le droit commun, pas choisir depuis Paris qui a le droit d'entreprendre. Pas choisir depuis Paris qui a le droit d'entreprendre. Et nous ne demandons pas le droit de quémander une dérogation, mais le pouvoir de décider. Liberté, responsabilité plutôt que tutelle et arbitraire. Règles simples pour tous plutôt que connivence pour quelques-uns. Mais j'étais en train de me poser... Qui ne sera pas d'accord avec ce que dit David Lisnard? Eh bien, il a raison, mais j'étais en train de me poser une question qui est peut-être bête, mais ce n'est pas les parlementaires qui votent les lois.
Et c'est pas les lois qui créent les normes. Donc je comprends pas en fait. C'est-à-dire on a un tel niveau qu'on ne se rend pas compte que quand on vote une loi, quelles sont les conséquences et les répercussions dans la vie au quotidien. Il y en a beaucoup qui viennent de Bruxelles aussi, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de Mais directives européennes. On va dire que, pardonnez-moi, on va dire que des banalités. Et bien sûr, on ouvre. Donc, C'est nous qui créons les normes, donc Ou pas du ciel. vous pourrez lire un excellent papier ce matin de l'essayiste Mathieu Laine dans Le Figaro que j'ai lu. Et alors, il dit quelque chose qui est très intéressant. Mathieu Laine, il dit en fait, les gens ne deviennent libéraux que lorsque la faillite est là. Donc, l'Angleterre est devenue libérale avec Thatcher quand l'Angleterre était le malade de l'Europe. Les Argentins ont accepté Milei quand il n'y avait plus d'argent et il n'y avait plus rien dans le frigo. Et c'est la phrase de Gorbatchev, la France est le seul pays communiste où le communisme a réussi. Donc c'est tout. Donc je ne peux pas vous dire autre chose. Et vraiment, le reproche numéro 1 qu'on fait à Emmanuel Macron, c'est ça. Parce qu'il le sait quand même, qu'il fallait tout simplifier. Il ne l'a pas fait. Et ils ont encore triomphé le 1er mai, pour le 1er mai. Oui, mais là, c'est bien ce qu'il a fait pour le coup, Sébastien Lecornu. Vous trouvez Il a... Ouais. En fait, En disant on va fermer les yeux, tous ceux qui violent la loi, on ira pas il a quand même fait avancer son pion, mais c'est toujours pareil, c'est à la française. Oui. C'est-à-dire que c'est une sorte de dérogation, c'est-à-dire que tu le fais sans le dire, tout en le faisant, mais à l'arrivée, les boulangers, les fleuristes seront ouverts. Oui. C'est quand même mieux que... C'est mieux, bien sûr. Oui, mais c'est à la française. Et on ne règle rien du tout, parce qu'on renvoie au calendrier grec l'année prochaine. Je suis d'accord. Et c'est pourquoi Bruno Retailleau veut renverser la table. Les communistes ont gagné le 1er mai. Oui, mais pardonnez-moi, c'est vous. On en a parlé hier, c'est vous, c'est vos normes. Vous étiez député, vous avez voté tout ça, Georges. Oui, c'est encore moi, alors. Vous avez participé à ça, j'y peux rien. C'est pour ça que tous ceux qui ont participé... J'ai fait beaucoup de mal à la France. Mais non, mais vous avez été un acteur... on parlait de la haute autorité, de la transparence. Tout le monde l'a voté. Oui. Et puis député-maire, tout le monde a voté. Et puis voilà. Et on en est là aujourd'hui. Mais bon. Gabriel Attal, hier, alors Gabriel Attal, il va dédicacer son livre dans la librairie de Nicolas Sarkozy. Je vous ai dit que hier, je vous ai dit Nicolas Sarkozy va planer au-dessus de cette campagne. Vous verrez. Rien que les titres du livre, libre et en homme libre, c'est quand même pas très éloigné. Oui, il avait Nicolas Sarkozy en 2001, c'était libre. Bon, vous l'avez lu ? Non, je l'ai reçu ce matin pour tout vous dire. Donc, et puis, alors, d'aller en homme libre dans le 16e arrondissement à Lamartine, et ensuite, le précédent livre, c'était M. Sarkozy, et c'était le journal d'un prisonnier. C'est la rupture tranquille, en plus. J'ai déjà dit. C'est Gabriel Attal, il est dans la rupture tranquille avec Emmanuel Macron. Bon, en tout cas, j'espère qu'il va venir sur notre plateau. Il est venu déjà. Oui. Non, c'est vrai. Mais ça, c'était avant, comme dit l'autre. Parce que là, on l'a un petit peu assaisonné de temps en temps, Gabriel Attal, depuis 2 ans. Donc là, on peut remettre les compteurs à zéro. Oui. Et puis, il vient et on échange. On fera la promotion de son livre. Et évidemment, et puis... Bon, puis c'est intéressant, parce qu'il faut quand même se poser comme un des principaux candidats à l'élection présidentielle. C'est un début de campagne, ce qu'on voit là avant la promotion d'un livre. C'est vraiment un début de campagne. Il a le droit. Ah oui, bien sûr. En fait, Gabriel Attal, c'est un enfant chéri de la politique. Il a tout pour lui. Il est joli garçon, il est intelligent, il est doué, il est brillant, il est tout... Mais c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'est-ce qu'il fera. Donc évidemment qu'il y a de la séduction, évidemment qu'il passe bien, évidemment tout ça. Mais ce que tu veux d'un homme politique, c'est qu'il fasse les choses. Que fera-t-il sur la simplification ? Est-ce qu'il est capable de dire, voilà, on fait un trait de plume. Je crois que c'est Trump qui avait fait un trait de plume sur je ne sais combien de normes. Moi, je le revois derrière une botte de foin. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé derrière pour les agriculteurs lui poserait... Vous lui poserez la question. Ou l'éducation nationale à grands coups de trompette, la Baïa. Vous lui poserez la question. Sur les sujets régaliens, je pense que vous ne seriez pas si éloigné de ce qu'il dit. Ça pourrait le constater s'il venait. Allez, on l'invite. Il avait fait une petite réforme sur les mineurs qui a été retoquée par le Conseil constitutionnel. En fait, ce qu'il faut, c'est lui poser des questions. Vous voyez, en fait, c'est lui question. C'est simple. Dans une assemblée fractionnée. Ce qu'on voudrait, et c'est pour ça qu'on a du mal avec les hommes politiques, c'est oui ou non. Le SMIC doit être augmenté. Qui répondent comme vous avez répondu tout à l'heure, oui ou non. L'État doit empocher dans les hôpitaux, oui ou non. C'est ça. En fait, maintenant, il faut faire le oui-non avec les hommes politiques. On lui fera le test. Mais ils ne voudront pas. Il te dira, c'est plus compliqué que ça, machin, bidule. Voilà. Comprenez trop. Il faut de la nuance, monsieur Pro. Vous êtes trop... Moi, je suis certain que M. Attal va venir.
parce qu'il a un bilan à défendre. Moi, Il a un bilan à assumer. À assumer, Oui. pardon. Oui, mais quel courant assumer, oui. Eh ben, le sien. Le sien, c'est... Oui, mais Voilà, c'est... moi, je vous dis, je l'ai vu donc à cette fameuse, au fameux cercle de Harley, et c'est vrai que j'ai trouvé que il répondait à toutes les questions. Vous me direz, c'est normal, mais vraiment, ça avait un sens. Et il connaît ses dossiers. Je ne sais pas encore, bien évidemment, ce qu'il en fera, mais je dis que dans la Il campagne est quand même socialiste, il est Oui, quand même... oui, bien sûr. c'est pas ce qu'il faut sans doute à la France. C'est pas du socialisme aujourd'hui qu'il faut à la France. Ça fait 45 ans que tu en manges et tu vois dans l'état dans Je lequel suis tu es. socialiste, il vient du Parti socialiste. Je suis pas sûr Il est qu'il soit issu, mais J'en sais rien. Mayalène Trémollet. je pense qu'il voudrait d'abord rassembler le centre, une partie de la droite et une partie de la gauche éventuellement, et qui s'appelle veut le en même se poser temps. comme le challenger d'Édouard Philippe. Mais on peut dans ce cas leur faire le même procès. Édouard Philippe a aussi été Premier ministre d'Emmanuel Macron. Édouard Philippe, lui aussi, veut rassembler. On peut comprendre que Gabriel Attal se dise pourquoi pas moi, avec des mesures fortes il a un sur sparadrap, certains aspects comme le régalien. C'est la stratégie avec LFI au moment des élections. Oui. Parce que si on a aujourd'hui La volonté, en tout cas, cette de absence porter de majorité, intéresse les Français. il en est quand même. Il faut qu'il assume ça. Vous parliez du 1er mai, c'est lui qui a porté justement la proposition de loi. Regardez Bruno Retailleau qui est à Nanterre, parce qu'à Nanterre, il se passe quand même des choses tellement invraisemblables. Bruno Retailleau qui va aujourd'hui à Nanterre. Alors, Bruno Retailleau, je ne sais pas si on va l'entendre d'ailleurs, parce que Nanterre, ce qui se passe forcément, c'est le trafic de drogue. La cité Pablo Picasso, qui est l'une des cités les plus dangereuses des Hauts-de-Seine, très connue en France pour le trafic de drogue qui y règne. Bon, écoutons Monsieur Attal, parce qu'il a parlé, effectivement, parce que ça intéresse aussi beaucoup les journalistes, sa vie privée, mais les journalistes posent ces questions-là. Donc il y répond, et puis il a subi des tweets homophobes qu'il a d'ailleurs reçus et qu'il a montré, qu'il a égrené sur les réseaux sociaux. Mais voyez sa réponse lorsqu'il a été interrogé sur sa vie privée. Quand je parle du harcèlement à l'école, et vous savez que j'ai beaucoup agi sur ce sujet-là, ça dit aussi quelque chose de ce que j'ai vécu moi-même quand j'étais... Expliquez-vous avoir eu la chance d'être entendu à l'époque, ce qui n'est évidemment pas le cas de tous les jeunes. Absolument, c'est vrai par ailleurs sur la question de l'égalité femmes-hommes quand je parle de mes sœurs, et sur la question de mon homosexualité aussi, puisque je l'aborde et je fais le choix de l'aborder dans ce livre, parce qu'il y a encore une réalité en France en termes de discrimination sur ce sujet-là. Et oui, j'aborde mon couple. Pourquoi ? Parce que quand vous en parlez pas vous-même, il y en a d'autres qui en parlent à votre place. Combien j'ai vu passer d'articles de presse, de livres, etc., qui faisaient référence. Combien j'ai eu de questions de journalistes sur ce sujet-là par le passé, encore il y a quelques mois ou quelques années. Donc c'est une question de transparence. Par ailleurs, mon conjoint est un responsable public, politique. Il a été membre d'un gouvernement. Ancien ministre de l'Europe, aujourd'hui commissaire européen chargé du marché intérieur. Il me semblait légitime de le dire dans ce livre. Ceci, parmi les nombreux sujets que j'évoque dans mon livre, en libre, publié ce jeudi, il y a mon homosexualité. Depuis que les premiers extraits sont parus dans la presse, un torrent d'homophobie s'est déversé sur les réseaux sociaux. Caricatures, montages, insultes, propos orduriers, menaces, tout y est. De la remarque faussement piquante à la vulgarité la plus crasse, etc. etc. Alors, moi, je ne vais pas vous les lire, évidemment. Hein, je les ai sous les yeux, tous ces tweets. Vous pouvez imaginer le vocabulaire. Mais il y en a effectivement, il y en a des tonnes et c'est désolant parce que c'est les réseaux sociaux, c'est les poubelles des réseaux sociaux. Mayalène Trémollet. En tout cas, on n'en sortira pas. Moi, ce que je saisis mal, qu'on lève l'anonymat sur les réseaux sociaux. Voilà, qu'on lève. Alors, c'est pas possible, mais au moins, on n'aurait pas ces propos orduriers toujours et tout le temps. Et la participation de la vie privée dans la politique, c'est très intéressant. Ça fait à peu près 3 semaines qu'on en parle pas mal, notamment avec l'officialisation du couple de Jordan Bardella et Maria Carolina de Bourbon des Deux Siciles. Mais je pense que c'est des démarches complètement différentes. Là où Jordan Bardella, c'était la une de Match, là, on a Gabriel Attal qui veut faire de tout ce qu'il dévoile de sa vie privée une stratégie pensée et une stratégie politique, si vous voulez. Donc, il y a l'intrusion dans sa vie privée qui lui permet d'amorcer et de défendre un point de vue. Alors certains y verront toujours un vaste plan de communication, mais c'est ainsi qu'il va parler de quel point de vue, par exemple ? Par exemple, il va parler de son père qui était drogué, pour ensuite, pourquoi pas, dévoiler un plan de lutte contre la drogue, y compris la drogue dans les milieux plutôt aisés, la question du trafic qui perdure dans les milieux plutôt aisés. Il évoque aussi sa maman qui travaillait seule, donc la question de la cause des mamans solo, etc. Et on apprécie ou pas, mais c'est une manière d'utiliser sa vie privée aussi pour montrer qu'on est concerné par
beaucoup de sujets qui concernent les Français, comme les mères seules, par exemple. Il y a énormément de Français qui sont concernés. Et de montrer qu'on est capable de mettre en place des mesures. Pour moi, c'est une autre utilisation de la vie privée que celle de la une de Jordan Bardella, par exemple, où c'est une manière de dévoiler un peu de sa personne. Pas tomber dans le si on est voyeurisme. éventuellement candidat. Ah bah certains, en tout cas, font un On tombe procès dans le en voyeurisme. voyeurisme, on tombe dans le sentimentalisme. La politique, c'est quand même autre chose, non? Ça a toujours existé. Ça a toujours existé quand même de dévoiler. Il y a une un partie excès, de la là. On voit famille. bien, on sent bien. Qu'est-ce que vous trouvez excessif chez Gabriel Attal? Écoutez, moi, je viens d'entendre ce qu'il vient de dire. C'est ça. Donc il ne doit pas parler, par exemple, selon vous, il ne doit pas parler de son père qui était drogué. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je vous le dis, franchement, ça ne m'intéresse pas. Et donc, Ce qui m'intéresse, par contre, c'est effectivement qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre le trafic de drogue. Que son père était drogué, c'est triste pour lui, mais pour moi, c'est pas un fait politique, quoi. Chacun, effectivement, aura son opinion et ce qu'on doit tout savoir. Il ne faut pas se larmoyer sur soi-même. C'est ça que je suis en train de vous dire. C'est vrai. Et là, on a l'impression d'un larmoiement. Si demain, je suis victime d'homophobie, mon père était drogué, Si demain, par ma mère exemple, était seule. Bon, ça va, quoi. Si demain, par exemple, vous deviez vous marier, vous n'en parleriez pas. Non, parce qu'il y en a un qui en a beaucoup parlé. Vous ne metteriez Non, mais ça a quand même toujours existé. Vous ne dévoilez pas cette vie Je privée. suis plus un homme politique, vous Ça a savez. toujours existé quand même, le fait d'évoquer ses enfants. Il est incorrigible. On disait dans les cours de récréation cassés, là. Oui, non, mais